Et maintenant, Magnéto Serge, on va accueillir notre premier invité qui est déjà venu à l'Aquarium Ciné Café aux soirées YouTube et qui m'a recontacté après en me disant putain, c'est trop bien, j'ai trop envie de revenir. Et c'est le genre de choses qui fait plaisir à entendre. C'est aussi grâce à vous que ces soirées se passent si bien. Donc je vous demande de l'applaudir avec autant d'entrain que la première fois. Mesdames et messieurs, Sushi Nihilist. T'as vu l'ambiance de dingue, hein? Oui, le micro fonctionne. Vous l'entendez bien? Allô? Ah oui, oui. ah, Bonsoir Lyon. Bon, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va, ça fait plaisir de te revoir. Ouais, fraîchement débarqué de Paris, ça y est, je viens d'arriver. Fraîchement débarqué littéralement, il est arrivé. Je suis arrivé il y a 30 minutes, il n'y a pas de... Bah, merci beaucoup. Est-ce que tu veux présenter brièvement ta chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas ce soir? Je fais des vidéos marrantes. Ça a son public, visiblement. On essaye en tout cas. Est-ce qu'il y en a qui me connaissent pas du tout? Genre, je suis monté sur scène, ils se sont dit c'est qui ce mec? Pourquoi il prend la chaise là? On sait pas. Il y en a. Il y en a quelques-uns. Et bah la dernière fois que je suis venu, il y avait une polémique sur le fait que c'était en format vertical sur un écran de cinéma. C'est vrai qu'on s'était posé la question. C'est terrible ça. Parce que tu crées initialement hey. en format vertical. Eh oui. Et c'est vrai que ceux qui ne t'ont pas vu depuis la dernière projection auront peut-être... Peut-être une surprise. Ah bah peut-être. On ne sait pas. Grâce à la technologie du montage, un truc un peu fifou, quoi. Donc oui, voilà, une petite compilation spéciale des épisodes de ces 6 derniers mois. Des morceaux choisis. Des morceaux choisis. Voilà, c'est un concert en exclusivité. Ok. Tu les as choisis en fonction du public de l'aquarium ou pas du tout? Il y a un public spécifique à l'aquarium pour... un quand petit même, peu. ouais, quand même. J'ai essayé de brasser un peu dans tout ce que je faisais de différent. Donc, essayer de varier un peu les thèmes, les sujets, les choses comme ça, quoi. Donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir concocté cette merci compile. À toi de m'avoir réinvité. Est-ce que je suis le premier à repasser ou Non. Je suis pas le premier à t'avoir harcelé pour revenir parce que c'était trop cool la première fois. En tout cas, tu viens de loin et ça fait toujours plaisir quand quelqu'un qui vient de loin fait le déplacement et veut revenir. Ça fait toujours chaud au cœur. Donc merci à toi aussi. Merci à toi. Eh ben, sans plus de politesse et de civilité, voilà. Je vous propose de regarder la vidéo et d'en parler tout de suite après. Avec grand plaisir. Eh bien, bonne projection et à tout à l'heure. Et coucou. Bon, ça vous a plu? Eh ben, merci beaucoup de nous avoir concocté ça. En plus, effectivement, avec le logo de la soirée à la fin. Oui. Moi, j'avais pas regardé. À chaque fois, je regarde pas les vidéos pour les découvrir en même temps que vous. Et à chaque fois, c'est un bonheur. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions dans le public? On a un petit micro pour faire passer, pour si les gens ont des questions. Oui, eh ben allez, hop, t'es plus près et comme ça tu feras passer derrière. Alors c'est moi, je l'ai pas allumé. Je fais des vidéos depuis 15 ans, mais j'allume pas les micros. Voilà. Bonsoir, ça marche. Et bonsoir. Bah déjà merci du coup pour la compilation. C'était très drôle. Merci. Alors ma question c'était, on a vu du coup dans les compilations qu'il y avait beaucoup, on va dire de débunkage. Enfin, je n'ai pas d'autres termes, donc je vais dire débunkage. Oui. Et dans tes anciennes vidéos de quelques mois, quelques années, on était plus sur des lectures de commentaires multimaustiques. Donc ma question c'était, est-ce que la transition, on va dire, s'est fait de manière naturelle ou est-ce qu'il y a eu une sorte de lassitude du format de commentaires et plus une envie de faire du débunkage, ou alors ça s'est fait de manière plus naturelle? En fait, les deux. Il y a eu une lassitude et donc ça s'est fait de manière naturelle. C'est vrai qu'au début, je faisais que de la lecture de commentaires et à un moment donné, je trouvais que ça se répétait beaucoup. Et surtout, le problème du commentaire, c'est que c'est par définition quelque chose de figé, qui bouge pas à l'écran. Et le fait de répondre directement à une vidéo, c'est le mec qui découvre le principe du React. Le fait de répondre directement à une vidéo, c'est vrai que c'est tout simplement plus dynamique. Donc j'ai découvert avec 10 ans de retard qu'on pouvait réagir à des vidéos. Voilà, je m'y suis essayé. C'est un format qui me plaît énormément. Donc pour moi, je m'amuse beaucoup plus au montage avec ça, en fait. Donc voilà.
Et est-ce que tu t'amuses à faire énormément de recherches pour débunker un TikTok médiocre de quelqu'un qui invente au fur et à mesure? C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Ça dépend des vidéos. Il y en a où c'est vraiment assez facile. La Mégane, là, ça m'a pris une journée. Hein. Le truc, c'était un délire, ce truc. Mais après, c'est aussi parfois juste des maths, quoi. Le truc du loto. Enfin, chiant, quoi. Parce qu'il faut regarder chaque vidéo, marquer à la main, chaque numéro, voir les numéros gagnants. C'est long. Mais ça m'éclate, en vrai. Ça me fait passer du bon temps, donc voilà. En vrai, si c'est stimulant, pour moi, oui, en mode c'est rigolo. Ouais, ça m'éclate. Mais sinon, je le ferai pas. Il y a des trucs, par exemple, à débunker, ça va être très chiant parce que ça touche à de la science très dure et je maîtrise pas ça. Alors, il faudrait que j'apprenne. Non, mais ça va. Je me suis pas arrêté au bac pour faire des études sup après dans mes vidéos. Donc, non, c'est bon. J'ai pas besoin de toucher aux sciences dures. Mais voilà, après, moi, je fais vraiment ça parce que ça m'amuse. Hein. Sinon, je m'amuserais pas à débunker des trucs comme ça. Mais voilà, après, bon, tsunami sur Paris, a priori. Enfin, pas besoin de voilà. Mais ça illustre bien un effet dont le nom m'échappe, qui dit que c'est très très facile de dire une connerie, mais il faut déployer une énergie monstrueuse pour la contredire. La loi de Brandolini, je crois. C'est ça. On me corrige si je me trompe. C'est Brandolini. Je crois que c'est ça, qui dit que voilà, une minute de mensonge nécessite 10 minutes pour être contredite. Voilà, et je tombe souvent là-dedans. Donc au début, mes vidéos, il y a très longtemps, faisaient 1 minute. C'était le format classique pour les vidéos courtes. Bon, bah là, les shorts vont jusqu'à 3 minutes, donc je vais jusqu'à 3 minutes. Mais du coup, il y a des trucs que je ne peux pas débunk à cause de ça. Quand j'avais vu qu'il y avait un platiste, par exemple, on m'a beaucoup tagué là-dessus, qui avait fait une interview de 2h30, je crois, minimum, qui parlait de ces théories. Voilà, 2h30. Si on applique la loi de Brandolini, je te laisse imaginer le temps qu'il faudrait pour pouvoir débunker chaque point, chaque détail. C'est pas possible. Donc en 3 minutes, en tout cas, c'est pas possible. Donc j'ai complètement renoncé à l'idée de faire ce truc-là. J'y ai pensé en plusieurs parties, hein. Mais il aurait fallu un an complet, quoi. Donc c'est pas possible. J'ai pas envie de parler de la Terre plate pendant 1 an. Non, on a mieux à faire, je pense. Il y avait une autre question par là. Oui, fais passer, s'il te plaît. Merci. Bonsoir. Et bonsoir. J'ai vu qu'il y avait du Antoine Daniel dans ses vidéos. Donc ma question, c'est est-ce que tu as eu d'autres inspirations sur ton humour, justement, que Antoine Daniel Il y en a plein. Alors c'est vrai qu'Antoine Daniel, c'était quand j'étais au lycée. Donc je te regardais aussi, d'ailleurs, quand j'étais au lycée. Même période. Tu restes comme ça jusqu'à la fin. En termes d'humour... il y en a énormément, mais alors là, comme ça, c'est vrai que c'est vieux, mais j'avais connu 10 minutes à perdre à l'époque, j'aimais beaucoup leur humour. C'est une époque que les moins de 10 ans ne peuvent pas connaître. En plus récent, il y a Not Serious, que j'aime énormément. Je pense que voilà, vous êtes très nombreux à le connaître. Voilà, et c'est vrai qu'on m'a dit, j'avais pas fait le lien, mais quand je fais les tutos débiles en mode bon, je vous remercie d'avoir suivi. En fait, ça ressemble beaucoup à Gatien, mais à la base, c'était pas fait. Alors vous allez pas me croire, hein, mais c'était pas fait exprès. Mais en fait, c'est parce que j'ai déjà regardé ces vidéos et j'ai déjà regardé Gatien et consciemment ou pas, j'ai reproduit ce truc-là. Mais je me suis pas dit, je vais faire comme lui. C'est pas l'intention créatrice. Bon, après, on me croit pas, mais c'était pas conscient. Mais non, il m'influence beaucoup. Du coup, ça semble assez évident. Mais il y en a beaucoup en humour. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je regarde moins des trucs humoristiques, je regarde des trucs flippants. On m'a fait le dupe, je suis tombé dedans, c'est bon, quoi. Il n'y a pas d'obscuria, tout ça, c'est ça que je regarde. En humour, je regarde plus grand chose en humour. Après, Feldup fait parfois preuve d'humour. Un humour pince sans rire que j'aime beaucoup. Ça, un petit peu, quand il avait fait, je suis nul en anglais, pardon, People Earn It, The House of People Earn It. C'est ça, je parle pas anglais. Voilà, People Earn It. Et il y a un humour, je trouve, pince sans rire là-dedans, tu vois, mais c'est vraiment l'humour, genre, ils sont morts. C'est vraiment ça, quoi. C'est drôle, et puis en même temps, bon, voilà, quoi. On passe pas une bonne journée, quoi. Donc non, mais ça me fait beaucoup rire. Donc ouais, non, en ce moment, je suis plus sur ce YouTube-là. Mais voilà, et c'est vrai que de l'humour. Hors YouTube, peut-être il y a des choses. Ouais, j'ai plus le temps. Je regardais. Non, mais même dans ce que tu regardais. Ouais, c'est vrai. Ah bah alors après, oui, il y a les Monty Python, il y a Camelot, Astier, il y a plein de trucs. Oui, énormément. J'en ai cité 2, mais il y en a plein. Tu sais, c'est comme au bac où tu dis il y a ça, et puis 3 petits points. En fait, t'as fait que 2 exemples. Non, mais en fait, il y en a énormément. C'est vrai que là, de pêle-mêle comme ça, je me rappellerai peut-être pas forcément. Il y avait y a-t-il un pilote? Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, y a-t-il un pilote en français? Airplane. Il y avait ça, il y avait Spaceballs aussi que j'aimais beaucoup, ce genre de truc, quoi. C'est ça, tout ce qui est parodique, pastiche, le cœur a ses raisons. Bien sûr.
En 2008, j'avais acheté l'intégrale DVD du Cœur à ses raisons. C'est ma première intégrale DVD à moi, pour moi. C'était mon petit kiff. Et c'est après que tu as acheté Supernatural. Ouais, Supernatural. Il y a quelqu'un qui va m'engueuler si je dis Supernatural. Il paraît qu'il faut dire Supernatural. Mais oui, voilà. J'aime beaucoup les DVD. Bah moi aussi. Et tu vois, mais t'en as plein à côté de toi. Mais non, c'est vrai. Même ça. Bah ouais. C'est pas comme si t'en avais fait plein de vidéos là-dessus. Ouais, non, mais je sais, c'est fou. Hein. Une autre question ici, là. Hop, si on peut faire passer. Hop, il fait ici. chaud. Juste après, promis. Oui, c'était juste pour savoir. Donc là, du coup, exceptionnellement, tu as fait un format horizontal. Oui. Pour ce truc-là. Donc ça t'a donné pas mal de nouvelles libertés, parce que c'est quand même pas du tout le même travail de bosser en vertical et en horizontal. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça t'a donné envie de faire plus de trucs à l'horizontal, ou est-ce que tu t'es dit non, surtout pas? Mais en fait, c'est mon nouveau format officiel. Parce que, donc, bon, personne ne le sait, mais j'en avais déjà parlé la dernière fois, moi c'est en saison, je fonctionne en saison. Là c'est la 5e saison, comme là d'ailleurs, il y avait marqué saison 5 tout à l'heure sur les soirées YouTube, mais c'est ma 5e saison parce que c'est la 5e année que je fais des vidéos tout simplement, et tous les mois de juin ça change de saison comme ça, et la particularité de là, je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire pour marquer le 4e anniversaire vers le 5e, c'est faire le format horizontal. Parce que en fait, à l'époque, c'était né d'une réflexion dont j'avais même déjà parlé ici l'année dernière, je crois, où je me dis, je veux faire du format long, horizontal, parce que c'est ce que moi je consomme. Et le problème, c'est j'ai pas le temps. En fait, de faire ça, les vidéos sont de plus en plus longues, il y a de plus en plus de montage, il y a du fond vert, j'ai pas le temps de pouvoir gérer ça. Il y a un format long. Et en fait, comme à la fin de chaque mois, il y a des compilations mensuelles qui récapitulent tout ce que j'ai pu sortir dans le mois. Là, vous avez donc une sélection des 5 derniers mois qui sont sortis. Et du coup, je me suis dit, maintenant, on va tourner ça en horizontal, en 4K. J'ai une nouvelle caméra qui permet ça. Et je vais faire 2 fois le montage. Donc, une fois pour les formats courts qui vont sortir pendant le mois. Et à la fin du mois, tout ressort en version horizontale. Donc, ça me permet de faire une vidéo longue par mois, du coup, avec entre 20 et 30 minutes. Du coup, j'ai réussi ce que je voulais faire, des vidéos longues. Alors, du coup, c'est les mêmes techniquement, mais c'est un nouveau montage, c'est une autre manière de regarder ça, puisque du coup, c'est une succession mais le rythme ne change pas. Il y a toujours cette volonté. Ah oui, ça reste un rythme très. Moi, c'est ce que je préfère au montage, de toute façon. Et puis, même parce que, encore une fois, loi de Brandolini, j'ai que 3 minutes, donc il faut speeder des fois pour raconter tout ce que j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais oui, voilà, c'est mon nouveau format, donc je vais continuer. Oui. Alors après, alors effectivement, ça prend beaucoup plus de temps. Je me rendais pas compte au début, j'étais là en mode on va faire ça en même temps. Dès que je sors une vidéo au format court, je vais directement la monter au format horizontal, mais donc ça va le faire, mais en fait là je suis carrément en retard, quoi. À chaque fois ça sort en retard à cause de ça, c'est un temps mais fou, quoi. On dirait pas, mais c'est super chiant à faire en fait, de monter dans 2 formats. Je me suis lancé dans un truc tout nul, mais ça me fait plaisir, mais c'est le format que je préfère. Moi je préfère me voir, ça fait très très égocentrique, mais je préfère me voir comme ça personnellement, que c'est pas toujours très flatteur, cela dit, sur grand écran, mais non, je préfère ça, oui, le format comme ça, parce que c'est ce que en fait moi je regarde tout simplement. Je regarde des très longues vidéos. Je parlais de Feldup, il fait des vidéos de 4 heures, moi je les bouffe en une après-midi, il n'y a pas aucun problème, hein. Tu l'as regardé les 624 types de profs là qui est sorti qui fait 3h15. C'est terrible. Oh mon Dieu. Oh là là. Et moi je me posais une question, il y y en avait déjà la dernière fois que tu es venu, mais là j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de références, j'allais dire à l'actualité, et même oserais-je lâcher le mot, de références politiques. Il l'a dit, on avait dit non. Ça y est, c'est fini, j'ai perdu tous mes abonnés. Ça y est. Alors, vraie question, est-ce que tu as eu des commentaires sur le sujet? Est-ce que tu as des gens qui t'ont reproché de politiser tes vidéos et qui ont dit « je me désabonne, adieu » ? Alors non. Après, je tacle personne. Bon, un peu Pascal Praud, j'avoue. J'avoue, un petit peu. Mais je suis taquin, il n'y a pas de méchanceté, tu vois. Et puis d'ailleurs, tu remarqueras que je ne parle pas de lui directement à ce moment-là. Je ne fais que le montrer, avec un petit montage. Mais c'est déjà se servir de lui pour se foutre de la gueule de quelqu'un. Il y a déjà. tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre, mais tu l'as choisi lui. J'aurais pu, mais j'ai préféré choisir Pascal Praud, parce qu'en termes d'intervieweur qui se parle à lui-même, je trouvais ça plutôt de circonstance. Mais non, mais voilà, non, mais il y a pas de moi, je parle pas de mes idées politiques dans mes vidéos. C'est je parlais, il y avait le cornu, tout ça. Bon, je sais pas. Mais non, enfin plus, je dis n'importe quoi parce que j'ai parlé de Pascal Praud en long, en large et en travers dans un épisode il y a pas longtemps, parce qu'il avait parlé de Yu-Gi-Oh.
Oui, c'est vrai. J'ai fait un épisode là-dessus parce que je suis en train de réfléchir au truc, mais en fait, non, j'ai bien prononcé le mot Pascal Pro. Je l'ai dit plusieurs fois parce qu'il parle de Yu-Gi-Oh! Et c'est un peu triste, quoi. Je veux dire, ça fait très. C'est parce qu'il le disait, les jeunes jouent à. Il le dit vraiment comme ça, hein, les jeunes jouent à Yu-Gi-Oh! Pourquoi tu le dis comme ça? Attends, mais il n'y a pas que lui, tout le plateau, c'était très rigolo. Ah, oui. Et alors, ces jeux coréens, chinois, je sais plus c'est quoi, japonais, voilà. C'est vraiment un peu lunaire, quoi. J'avais fait une vidéo là-dessus, voilà, c'est vrai. Oui, donc il n'y a pas de volonté de le faire en particulier. J'avais déjà parlé de politique. Je rappelle que le premier épisode, là aujourd'hui, on va fêter les 500 épisodes bientôt, en décembre. Ça fait beaucoup. Merci. Oui, félicitations. Mais je rappelle que le premier épisode, c'était sur le conflit en Biélorusse. Biélorusse. C'est vrai. C'était le premier épisode. Donc la politique, c'est pas voilà. Mais en fait, je parlais pas moi, je lisais des commentaires qui parlaient de ça. Pratique, du coup, je me mouille pas, si tu veux. Donc ouais, c'est pas mal. Mais non, mais il n'y a pas de volonté de parler de politique. Et il n'y a pas de retour. Non. Alors j'ai vu sur un certain forum très connu de jeux vidéo à la base où il y avait des topics sur ma tronche. Ça, j'ai vu ça. Mais c'est tout, quoi. Sur ma chaîne, j'ai pas eu de trucs. Non, même sur la vidéo de Pascal Pro qui parle de Yu-Gi-Oh! Il y a des gens. Il n'y a pas des fans de Yu-Gi-Oh! Qui sont venus. Non, mais par contre, il y a des gens qui n'aiment pas Yu-Gi-Oh! Qui sont venus me dire que j'abusais. Parce que Yu-Gi-Oh! C'est pas un vrai jeu pour adultes, tout ça. Il n'y a pas lieu d'avoir des championnats du monde à Paris de Yu-Gi-Oh! Il s'agirait de grandir. Ça scandalise des gens qui ont un championnat du monde de Yu-Gi-Oh! À Paris. Je sais pas, on s'en fout, non? Ça fait kiffer les gens que ça fait kiffer. Et puis si t'aimes pas, que t'y vas pas, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Puis ça emmerde moins le monde que les Jeux Olympiques. J'ai l'impression. À mon avis, tu bloques moins de rues pour un championnat du monde de Yu-Gi-Oh! Je pense, oui. Non, mais voilà, il n'y a pas de volonté de parler de politique en particulier. L'actualité, c'est compliqué parce que le problème de l'actualité, c'est qu'il faut que je me dépêche. Littéralement, il faut que je me dépêche de faire la vidéo parce qu'après c'est fini, quoi. Et surtout sur un gouvernement le cornu, t'as même pas le temps de faire le TikTok que ça y est, c'est fini. C'est foutu. On a changé trois fois de Premier ministre, donc c'est compliqué. Mais non, je peux pas vraiment parler d'actualité vraiment à chaud parce qu'en fait, voilà, le temps que je le fasse, il y a déjà une dinguerie qui est ressortie et en plus ça m'oblige à me dépêcher et ça je déteste parce que je l'ai fait une fois, je dirais pas pour quel épisode. Il y avait un truc vraiment qui m'avait tendu. Et dans cet épisode-là, c'est l'un des rares que je regarde pas trop parce que je me trouve énervé dans la vidéo, plus acide, tu vois, parce que j'ai dû me grouiller. Et le sujet, j'aurais dû prendre plus de recul, j'aurais dû, tu vois, et là j'aurais fait plus de blagues, plus peace and love. Non, j'étais un peu trop à cran. Et ça, c'est des trucs que j'aime pas. Ouais. Donc j'aime pas ça. Le fait de se dépêcher, ça t'oblige à écrire vite, ça t'oblige à faire des bêtises, et puis voilà. Il y avait une question ici, c'est ça? Hop. Alors. Du coup, tes motivations principales, toi, c'est de faire de l'humour. On est d'accord jusque-là. Ma première motivation, c'est de faire rire les gens. Mais du coup, pourquoi ce format? Pourquoi ces sujets-là? Qu'est-ce qui te touche là-dedans? C'est une excellente question. Moi, j'ai grandi avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, une initiative sur YouTube qui avait pris racine sur Facebook qui s'appelait la Bibliothèque d'Alexandrie. La vidéothèque d'Alexandrie. La vidéothèque. Ouais, tout à fait. La vidéothèque d'Alexandrie. Est-ce que vous avez connu ça ou pas? Les vieux se souviennent. Là, c'est un temps que les moins de 15 ans ne peuvent pas connaître. Non, c'était vraiment au début de YouTube. Il y avait tout plein de. C'était vraiment une époque où il y avait plein de créateurs de contenu qui faisaient plein de sortes de contenus différents. Il y avait déjà Nota Bene, je crois qu'ils faisaient de l'histoire. Il y en avait qui parlaient d'archéologie. Il y en avait qui parlaient de toutes sortes de sujets. Et ils ont décidé de se regrouper dans une bannière pour dire voilà, nous on va faire des trucs un peu éducatifs en fait. Et ça montrait, je trouve, une image de YouTube que j'aimais bien. Et j'aime bien ce qu'ils faisaient. Et j'ai grandi là-dedans en fait, tout simplement. C'est le genre de contenu que j'adorais regarder. J'ai grandi avec Hygiène Mentale, avec la tronche en biais, avec toute cette époque un peu esprit critique, zététique, etc. Que c'est vrai que j'appréciais ça. Ça m'a beaucoup moi formé. Ça m'a poussé à m'intéresser à ce genre de sujet. Et quand j'ai fait des vidéos, le premier truc qui m'est venu, c'est de faire ça. Mais il n'y a pas eu de tiens, je vais faire ça. Tu vois, c'était naturel. Je me suis pas vraiment posé la question. C'était évident que je voulais faire ça. Après, j'ai commencé avec des lectures de commentaires, mais qui parlaient de sujets en fait assez sérieux et qui justement manquaient parfois d'esprit critique. Et ça vient de là en fait. Voilà, c'est surtout Hygiène Mentale que j'ai poncé sa chaîne 20 fois, il est génial. Mais c'est vrai que je vous le recommande, si vous ne connaissez pas Hygiène Mentale, foncez, il est très bien. Mais ça fait partie vraiment de ces gens qui m'ont énormément inspiré. Donc il n'y a pas vraiment de réponse. C'est une excellente question, mais il n'y a pas de réponse à ça. Et surtout, ce qui est curieux, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, je me sens un peu bête, moi je dis que le premier truc que je veux faire, c'est faire rire. Et du coup, je fais du debunk. C'est complètement contre-intuitif, ça n'a rien à voir. On n'est pas obligé de faire rire pour faire du debunk, inversement. Oui, mais c'est rigolo de debunk. Ouais. Quand c'est quelque chose de débile. Et puis, quand quelqu'un dit une connerie,
quand c'est l'opinion que j'en ai, mais quand quelqu'un dit une connerie, il y a un truc, tu peux te permettre d'être comment dire, moqueur. Ouais. Tu vois. Quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose de construit, tu as envie de le déconstruire de manière argumentée et apaisée. Ouais. Mais quand quelqu'un dit va y avoir un tsunami sur Paris, c'est une autorisation de lui répondre non mais tu dis de la merde. Ouais. Ce que tu dis est très juste parce que, alors effectivement, je veux faire rire et je veux faire du debunk, je veux faire les deux, mais en fait c'est parce que effectivement, premier degré, ces vidéos me font rire. C'est pour ça aussi que je l'ai fait. Je veux dire, le truc de Zarzour, ça m'a fait. J'ai adoré quoi, avec le mec qui prend une pub que en plus j'avais vraiment vu à la télé à l'époque. Il en fait une théorie du complot. J'adore. Et ça me fait vraiment rire, premier degré. Et comme ça me fait rire, en faire un debunk, je pense que oui. Est-ce que du coup, est-ce que du coup, il y a une volonté un peu de tourner au ridicule, peut-être entre guillemets, comment dire, le manque d'esprit critique, par exemple. C'est compliqué. Je me plais à penser que je ris avec bienveillance. Dans les faits, je vois bien qu'il y a un côté un peu moqueur. En fait, c'est surtout dans les commentaires que je vois des fois. Ça me fait un peu peur. Il y a des gens qui vont vraiment dire... Enfin, je ne vais pas répéter ce qui est dit, mais des fois, dans les commentaires, je vois vraiment des... ils sont tous cons, machin. Ça m'effraie un peu des fois. Et je suis gentil, hein, très sympa. Mais ça m'effraie parce que je n'ai pas envie qu'on insulte ces gens. Enfin, j'ai pas de colère ou de haine contre eux. Je n'ai pas envie qu'on s'en prenne à eux. Et c'est vrai que j'ai un côté un peu méchant parfois. Mais j'essaie de ne pas être méchant. J'essaie d'être sympa. Mais moi, ça me paraît évident que les gens qui disent un tsunami va percuter Paris dans 3 jours savent pertinemment qu'ils disent de la grosse merde. Là, et que c'est un bon calcul pour faire des vues, pour faire des réactions, etc. Cynique, il y a ce truc de dire de la merde pour générer des commentaires négatifs parce que les commentaires négatifs sont quand même de l'engagement, quoi. Tous les gens que vous voyez là gagnent bien mieux leur vie que moi, hein. Ils peuvent faire 3 vidéos comme ça en une journée sans se fatiguer, il n'y a pas de problème. Parce que c'est facile, tu prends n'importe quelle vidéo, tu caches le blast du gars pour pas que les gens aient vérifié, tu dis voilà, ce mec-là est mort et il est revenu parmi les vivants, ouloulou. Tu vois, ça vient d'un film, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire, tu vois? Bon, moi ça ne me viendrait pas à l'idée, mais il y en a qui gagnent très bien leur vie comme ça. Là, je suis en train de motiver plein de gens à lancer un business, mais il y a une autre question au fond, par là. Non, quelqu'un? Ici. Une main se lève. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais voulu revenir. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça te fait plaisir de nous entendre rire et de voir les rires de la salle et pas juste avoir des commentaires et d'avoir des réactions par Internet? Mon ego est ravi. Non, je rigole. Non, mais, alors déjà, oui, un peu quand même pour le dire. Non, mais c'est surtout que le fait de... on en parlait la dernière fois. Le problème du métier que je fais, c'est que je ne peux jamais voir les réactions des gens en dehors des commentaires. Et les commentaires, c'est moi qui les lis, avec mon intonation, ma manière de lire. Tu vois. Et je ne peux pas jauger... En fait, c'est bête, mais par exemple, là, je vois quand vous rigolez. Ça, c'est un truc que je peux pas voir moi quand je fais une vidéo parce qu'on me dit j'ai adoré, ça m'a fait rire. Mais évidemment, vous n'allez pas tous vous amuser avec les timecodes. Alors ce passage-là était sympa, celui-là un peu moins. C'est bon, évidemment. Et là, tu jauges le truc en direct. C'est assez satisfaisant de voir qu'est-ce qui marche moins. Tu vois, je trouve ça chouette. C'est assez dingo. Et puis non, mais même le format, quoi. Je trouve ça fou de voir ma tête sur un écran de cinéma. J'en ai toujours rêvé. Mon ego est boosté là. C'est énorme. Papa, je passe à la télé, tu vois. Non, mais c'est un format assez dingue. Et le fait de voir les réactions du public en direct, c'est ça le truc. Parce que autant après, je sais globalement ce que les gens pensent de mes vidéos et je fais en conséquence des commentaires et des partages, etc. Et puis de toute façon, l'algorithme, si on le voit, les vidéos le plus vues par la majorité silencieuse, etc. Je vois plus ou moins ce qui plaît. Mais qu'est-ce qui plaît exactement, tu vois, à quel moment? Ça, c'est dingue, quoi. Il n'y a qu'ici que je me rends compte. Ça a été une des raisons la raison même qui m'a poussé à créer ce concept parce que j'ai vécu ça et j'étais en mode putain, il faut que d'autres gens en profitent. C'est trop bien. Donc, Et puis c'est une manière de consommer YouTube que je trouve dingue, parce que la première fois que j'étais venu, parce que là je parle de moi et de mon gros melon, mais j'ai vu d'autres créateurs sur grand écran. C'est aussi une expérience que j'apprécie beaucoup. C'était Cléor, je crois, la dernière fois, et j'avais adoré voir, je connaissais déjà cette vidéaste, et j'avais adoré la voir sur grand écran. C'est une autre manière de visionner, tout simplement. On peut pas se le permettre tous les jours, ma foi, mais c'est ce qui rend le truc encore plus magique, quoi. Moi j'aime bien l'idée. Bah écoute, je vous demande de refaire remonter le micro. Moi, je vais me permettre de te poser une dernière question. Mais je t'en prie. La dernière fois que tu es venu, tu nous avais présenté quelques épisodes. Merci. Tu nous avais présenté quelques épisodes de Il faut sauver Sushi, qui étaient de la fiction. Tu en sortais un de temps en temps au milieu des TikTok de réaction. À moins que j'ai loupé quelque chose, c'est pas quelque chose que tu as refait depuis? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie?
Oui. Moi, par exemple... Je voulais la faire. Moi, j'adore, c'est incroyable. J'ai tellement ri en regardant la vidéo originale, mais vraiment, hein, j'en revenais pas, quoi. C'était fou. On me taguait là-dessus, je comprenais pas pourquoi, tu vois. Et c'est fou, quoi. Vraiment Moi, par exemple, c'est vrai que ma vie... c'est dingue. La fiction, oui, non, mais je rêve de faire de la fiction. Je veux en faire. Je l'ai fait pendant 1 an, du coup, comme on en disait, Sauver Sushi. C'est une initiative pour la saison 3, du coup. C'était la particularité de la saison 3. Tous les mois, il y avait un épisode spécial, purement narratif, aucun rapport avec les vidéos que je fais habituellement. Beaucoup moins de gens les ont vus, de fait, parce que c'est vrai que la fiction marche vachement moins bien sur Internet, mais moi, ça me faisait kiffer de le faire pendant 1 an. Je l'ai fait, et à la base, ça devait être des épisodes d'1 minute. Le dernier épisode en fait 26. Donc, on kiffe. Je veux en faire, mais j'étais sur les rotules. J'ai mis une saison, 1 an complet pour m'en remettre. Physiquement, moralement, je veux dire. C'était fou, c'était une expérience de taré. À la fin, ça partait en court-métrage. On avait loué on avait loué une baraque au fin fond de la Cambrousse pour réussir à faire un truc un peu simili-horreur. C'était fou, c'était une expérience assez tarée, mais je pourrais pas refaire ça. Physiquement, je pourrais pas. Le faire là. C'est pas l'envie qui manque, c'est l'énergie. Ou alors j'ai un réal déter qui est avec moi, tu vois. Mais réaliser, moi, ça va être compliqué. Ouais. Je peux jouer dedans, superviser le projet, écrire, tu vois. C'est physique, c'est éreintant. À la fin, ça devait être 3-4 copains qui jouaient dedans. On se retrouve avec le club des 15 à la fin, c'est compliqué. Il faut gérer tout ça. Et puis surtout, c'est compliqué. Les tournages, c'est physique, bien sûr. C'est pour ça que c'est plus simple de se filmer dans son salon, littéralement, tu vois, tout seul avec ta caméra. Gérer un tournage avec 15 personnes, avec les deadlines de chacun, c'est compliqué, quoi. Donc je veux le faire, je peux pas le faire pour l'instant. Si un réalisateur nous écoute, écoute ton appel. Avec grand plaisir. Et un mec qui est déter pour gérer les plannings de tout le monde, parce que moi je suis nul pour ça. Déjà le mien c'est compliqué. Bon, merci beaucoup Sushi d'être venu présenter ton travail. On peut l'applaudir. Et merci à vous, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux, même une 3e fois, une 4e fois. Tu reviens autant que tu veux. Ah si c'est pas trop demandé. Je vais écrire mon nom sur ce fauteuil, comme ça tu pourras plus mettre quelqu'un d'autre que moi. De quoi ? Je vais mettre mon nom sur ce fauteuil, comme ça tu pourras plus mettre quelqu'un d'autre que moi. Bon, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à toi. On va dès maintenant Magnéto Serge. Yes. Ah, on peut applaudir Serge. Nous allons maintenant accueillir notre 2e invité de la soirée. Je vous avoue, je préfère vous prévenir que j'ai un enthousiasme débordant pour cet invité. J'estime que soit on ne le connaît pas, soit on l'adore. Donc j'espère que vous allez l'adorer et adorer son travail comme moi, j'adore le sien. Je vous demande d'applaudir comme il se doit Arcade. Bonsoir. Salut Arcade, ça va ? Non, et toi ? Bon, moi ça va, ça va. On va rester debout ? Ouais, on va rester debout. Okay, c'est bien. Non, mais est-ce que tu veux présenter rapidement ta chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas ? Je suis Arcade, je fais des vidéos depuis 10 ans maintenant, depuis 2015. Je fais des chroniques culturelles. Généralement, ça mêle toujours soit du jeu vidéo, soit du cinéma avec de la philosophie. Je fais des formats plus ou moins gros, certains très gros. Et en ce moment, je fais des plus petits formats pour en préparer des plus ambitieux, on va dire. Voilà. Et là, ça s'insère dans... Oui, voilà, j'alterne. Soit je fais des chroniques un peu classiques, soit je fais des trucs un peu plus scénarisés, tout ça. On peut vraiment pas s'asseoir ou alors on... Si tu veux t'asseoir, on s'assoit, il n'y a pas de souci. C'était très awkward debout, j'ai trouvé ça très gênant. Non, c'est vrai que j'ai l'habitude de rester debout pour l'intro et après on se... Ah oui, c'est vrai, je suis vraiment désolé. Mais c'est pas grave, bouleversons les habitudes. Déconstruisons tout ce qui s'est construit jusqu'à maintenant en 5 ans. Et du coup, tu nous as préparé une avant-première ce soir. Oui, alors c'est un peu un prototype. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'histoire, ça fait longtemps que j'étais censé venir à une soirée YouTube, mais j'avais jamais de vidéo à présenter. Je vais casser les couilles, mais d'une force interstellaire. Oui, c'était un DM par jour, c'était un peu bizarre.
il y a des décisions de justice qui ont été prises, mais Normalement, j'ai pas le droit d'être aussi proche de lui d'après la justice. Les chaises sont plus mais- éloignées, donc Ouais, je c'est préfère ça. être un peu. C'est pour ça que tu voulais t'asseoir en fait. Bref, je te rappelle le jugement. Et donc du coup, là, ça fait un peu longtemps que je travaille sur cette vidéo-là. Et donc du coup, là, c'est les alignements des astres un peu. Donc j'ai une vidéo à présenter ce mois-ci, mais en même temps, j'ai dû me presser un peu. Donc du coup, il manque quelques trucs de montage. Genre, il n'y a pas la colorimétrie. Il y a certains passages qui manquent un peu d'illustration ou de fignolage, etc. Et il n'y a pas les génériques. Donc je suis vraiment désolé pour vous. Il n'y aura pas les sublimes génériques. Mais Alors c'est vraiment un moment. Hein. Eh oh, 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 oh. On a une vidéo en avant-première, donc la réaction c'est pas ouh, c'est ouais. Ah non mais oh, n'importe quoi. Non, mais parfois je re-regarde mes génériques, donc c'est tout. Ils sont malins, hein, ils perdent pas le nord. Aïe, aïe, aïe. Et donc voilà, mais sinon il y a à peu près tout quand même. Genre, a priori, il n'y a rien qui change niveau écriture, donc j'espère que ce sera bien. Eh ben on va. Sinon, force. On va s'en rendre voilà. compte. Hein. Voilà. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on regarde ça tous ensemble et qu'on en Et je parle fais quoi, tout de moi suite je après. disparais ou alors Oh. je reste là? Non, on disparaît On tous disparaît. les deux, ouais. Eh ben bonne projection et à tout de suite. Bah merci beaucoup. De rien. Pour cette belle avant-première. J'espère que c'était sympa. Bah C'est tout. ouais. Go en tract, en vrai. Ah bah, est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions? Oui. Hop, je vais vous demander de faire passer la sucette géante derrière vous. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir, Je vois pas qui parle. C'est ah moi. oui. derrière le masque, Ok. la punchline à quelle place dans l'écriture de tes scripts? À savoir, est-ce que, Je fais que ça. est-ce que tu les penses genre comme des respirations entre deux pavlards très denses, ou est-ce que c'est parce que ça te fait rire toi, ou est-ce que c'est pour d'autres... Par punchline, t'entends juste genre un gag, genre un truc drôle ou Non, pas Oula. que, parce que c'est pas que faire apparaître Hatsune Miku dans... tu vois, ça c'est un gag. du cinéma. Oui. Non, mais par exemple, la punchline sur Bardella à la fin, où tu as un retour parce que tu l'as fait 3 fois, est-ce que c'était voulu de respecter avec des 3 par exemple ou pas, ce genre de truc? Je sais pas si c'est aussi conscient que ça. Parfois oui, parfois non. C'est-à-dire que souvent, soit effectivement, j'ai déjà des idées de là, il faut que je mette un gag parce que je pense que ça irait bien, ou alors là, il y a une bonne manière de finir un paragraphe ou quelque chose comme ça. Maintenant, parfois, c'est aussi juste l'habitude ou juste un côté naturel de là, je viens de faire 2 paragraphes, je trouve qu'il y a une idée marrante à mettre, donc du coup, je vais le mettre, etc. Maintenant, sur le côté punch, si c'est que sur l'humour, oui, c'est plus un côté, un souci de rythme ou un souci de j'ai envie de placer. Si maintenant, c'est parfois juste le côté punchline en mode je vais faire une phrase qui fait joli et tout ça, etc. Ça, parfois, c'est pas forcément très pensé, à part si sur les grandes parties ou les trucs comme ça, mais bon, c'est pas non plus. Enfin voilà, ça prend une place assez instinctive, je dirais, et pas non plus une super réflexion sur. En tout cas, pas plus que faut du rythme, quoi. Tu structures ton propos dès l'écriture ou tu te laisses un petit peu guider par le flux des idées et après tu réorganises Non, je structure tout. Enfin, je structures, structure tout. tout, Il y a toujours des parts d'impro un peu. Genre, tu vois que tu as fait un peu un tunnel sur un truc et puis ensuite tu réorganises. Parfois, à la réécriture, ça change. Mais j'ai toujours un plan, j'ai toujours des références. Je suis presque scolaire là-dedans un peu. Et puis ensuite, je mets des blagues. Voilà. Est-ce que il y a beaucoup comment dire? J'allais dire, est-ce qu'il y a beaucoup de la vidéo qui s'écrit au montage, mais j'aurais plutôt dire, est-ce que tu as déjà en tête au moment de l'écriture ce que tu vas utiliser pour illustrer, ou est-ce que tu découvres au montage qu'est-ce que tu vas utiliser pour illustrer? Non, pas tout. Souvent, il y a quand même des trucs quand j'écris, généralement, surtout pour la face cam. Je sais vraiment comment je vais le monter, comment je vais être visuellement, on va dire. Maintenant, sur les pures illustrations, genre sur chaque phrase, je sais pas trop quel extrait de Call of Duty je vais mettre, par exemple, ou autre. Mais parfois, si, quand même, j'ai des idées en tête quand je fais des références précises, etc. Maintenant, il y a beaucoup de petits trucs, oui, ça arrive sur le montage, etc. Mais il n'y a jamais de réécriture, on va dire, au montage. Il n'y a jamais de moment où je me dis, à part supprimer un petit truc que je trouve pas ouf, mais c'est tout, quoi. Pas plus que ça, pas de je vais rechanger, au final je vais dire autre chose en faisant machin, etc. Généralement, c'est tout. Généralement, quand j'écris, c'est
le gros du travail de mes vidéos, c'est à l'écriture, parce qu'en fait, il y a quasiment tout qui est décidé à ce moment-là. Il n'y a pas vraiment il n'y a pas énormément d'improvisation qui se passe après. D'ailleurs, tu montes pas toujours tes vidéos. Tu as une monteuse qui travaille avec toi parfois. Je monte quand même au moins. J'ai toujours les mains dans. Là, cette fois, c'est la première fois que je me fais aider au dérush. Mais sinon, c'est toujours moi qui dérush, c'est moi qui illustre là pour celle-là, c'est moi qui ai fait. Là, je me suis plus fait aider, en tout cas au dérush, mais je me suis fait beaucoup aider justement sur la recherche d'images et d'illustrations et de machin, etc. Parce que parfois j'ai un peu des lacunes là-dessus, en tout cas, j'arrive pas forcément à trouver ou alors je bloque un peu. Mais généralement, même sur les plus gros projets que j'avais fait auparavant, où là j'avais quand même de l'aide de une ou plusieurs monteuses, c'est toujours moi qui fais le rythme, entre guillemets, qui décide de la voix off, même quand quelqu'un. Là, je me suis fait aider à dérusher, mais je repassais dessus entièrement pour voir. Ah là, cette voix off a 2 frames de trop. Enfin, genre en mode, il faut absolument enlever. Voilà. Et donc je passe toujours dessus, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oh là, il y a beaucoup de questions. Toi, tu as déjà parlé. Alors, ici. Damn. Allez hop, dégage. Bonsoir. Bonsoir. Je vais introduire juste cette question avec une anecdote personnelle, parce que tu as parlé. J'ai été présent en fait à la diffusion du dernier script. Où j'ai changé de vie, et justement j'étais venu dans l'univers ferroviaire justement, D'accord. Et je viens de finir d'ailleurs mon parcours. C'était très intéressant, donc bravo. On se retrouve. Bravo. Merci. Promesse tenue du coup. La question est, comment t'es venu vraiment cette idée de parallèle entre objet technique et Call of Duty précisément? Comment t'es venu en fait ce parallèle? Parce qu'on va pas se mentir, c'est un petit peu un objet culturel dont tu prends un aspect technique et tu le compares avec un objet technique, un train, un tournevis, un marteau, quelque chose. Comment ça t'est venu cette idée de me faire ce parallèle et de le bâtir quasiment sur toute la réflexion de ta vidéo? En fait, c'est venu surtout avec la découverte de Simondon. En gros, au début de la vidéo, quand j'ai commencé à aller réfléchir, moi à la base, je devais faire. Enfin, le principe de la vidéo de base, c'était plutôt de faire une vidéo sur les armes, et justement avec un Akira beaucoup plus présent, on va dire, dans l'argumentation. Et en fait, quand j'ai commencé à lire Simondon, je me suis dit que, notamment dans son idée que l'interaction définit énormément l'objet technique, et que c'est à ce moment-là qu'il se définit, là je me suis dit, il y a un vrai lien avec le JV, quoi. Et justement, je me suis dit avec Call of, où j'étais un peu coincé en me disant, j'ai l'impression de... Genre, j'étais coincé quand je parlais de Call of, de me dire, mais en fait, je retombe dans le travers que j'essaie d'éviter, d'en fait valoriser Call of avec juste des arguments culturels, entre guillemets, en tout cas plus classiques. Et là, en tombant sur Simondon, je me suis vraiment dit, ok, là, il y a vraiment un truc sur lequel justement je peux aller à fond pour avoir un angle légèrement différent sur l'aspect technique et machin, etc. Effectivement, je fais une comparaison, je prends l'aspect technique d'un jeu vidéo pour le comparer à un marteau ou un train, mais c'est-à-dire que l'aspect fondateur, c'est le côté interactif. C'est le moment où tu l'utilises qui, justement, on va dire, fait la comparaison entre les deux. Et je pense que c'est justement, l'idée de la vidéo, c'est de dire que ce moment-là est en fait plus important, peut-être, pas plus important, mais en tout cas, est quand même à la fondation d'un jeu vidéo. Et donc, du coup, là, le pont se fait là, quoi. C'est-à-dire l'idée que, oui, effectivement, le jeu vidéo, c'est aussi des objets culturels, mais du coup, c'est à la charnière avec cette autre chose. Et d'où la comparaison possible, et d'où la valorisation par autre chose. Je viens de répéter ma vidéo. Une autre question. Tout le monde avait des questions. Derrière. Après. Chacun son tour. Là, de l'autre côté, c'est pour ça. Ça paraissait plus simple, mais c'est pas grave. Let's go. Oui, c'est une question que je pense qu'on pose à chaque soirée YouTube. C'est ma première. Avec ton débit de parole rapide et ta façon de structurer tes vidéos à la fois didactique, drôle, parfois les deux à la fois, ça m'a beaucoup fait penser au style de Karim Debache. Est-ce que c'est une de tes influences revendiquées? Oui. Je crois que c'est l'influence de beaucoup de gens qui viennent ici. Oui, c'est clairement la lignée chronique culturelle, on va dire. Avant, je prenais vraiment son même format du côté je raconte un truc et puis ensuite je fais une fin de conclusion un peu machin. Ça, je pense qu'on en est un peu sorti, mais il y a toujours ce côté je fais de l'humour un peu rapide, un rythme très rapide, et puis mêlé du côté philo. Bon, il faisait pas tant de philo que ça. Il faisait plus des trucs de théorie de ciné. Mais oui, c'est une des bases. Oui, c'est une de mes plus grosses inspirations, très clairement. C'était pas aussi anticapitaliste. Ouais, c'est vrai. Il est pas assez woke. Non. Alors là, pas du tout assez woke. Il y avait une question, voilà. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Ouais.
Alors là aussi c'est encore une question basique, mais comment elles te viennent les idées, les vidéos? Mais j'explique un peu plus la question dans le sens où genre la plupart de tes vidéos c'est le modèle un objet culturel, un jeu vidéo par exemple, et soit un phénomène de société, soit un concept philosophique on va dire ou social. Et est-ce que l'un vient avant l'autre après l'un? Parce que par exemple, tu vois, genre, moi sur la vidéo à laquelle je pense le plus, c'est clairement celle sur Scott Pilgrim où en fait genre et il y a ce phénomène de société qui est le grooming. Oui. Et tu as aussi évidemment voulu parler de Scott Pilgrim parce que pourquoi pas mettre une petite balle aux millennials, tu vois, ça fait toujours plaisir. Mais ouais, dans ce sens où qu'est-ce qui t'est venu en premier? Parce que là, le grooming, on connaît un peu le concept, tu vois. Ouais. Et là, tu l'as exposé, tu vois, par exemple, sous l'angle queer. Et j'étais là en mode genre, waouh, le mec a quand même réussi à m'apprendre un truc. Et du coup, comment ça t'est venu? Je sais pas si c'est très logique, j'ai besoin de Ritaline aussi. Pour préciser, effectivement, tu as sorti une vidéo il y a quelques mois sur. Il y a un an? Ouais. Putain, le temps passe vite. Sur Scott Pilgrim et les Groomers. Oui. Vidéo sympa. Très sympa. En fait, ça dépend du projet. Généralement, soit j'ai envie de parler. Je pense plus souvent l'idée de société ou la thèse, en tout cas la réflexion, on va dire, et ensuite l'œuvre qui vient. Ou alors généralement c'est quand je regarde ou joue à une œuvre et là je me dis ah tiens ça me fait penser à ça machin etc. Et puis ensuite je vois. Mais ça dépend en fait, ça dépend du projet. Sur Scott Pilgrim par exemple c'était plus que moi j'avais cette idée, en tout cas ces réflexions là sur le grooming au moment où je le fais et puis au moment où j'ai lu Scott Pilgrim je me suis dit en fait, ça parle de la même chose. Enfin, à mes yeux, ça parle de la même chose. Et après, je me viens de me perdre dans mon argument. Ma question n'était pas claire non plus, donc c'est pas grave. Non, il faut se valoriser. Question était très claire. Voilà. Donc d'abord le phénomène de société, enfin le sujet de société. Oui, d'abord après société, ensuite vient le sujet. Maintenant, sur les moments plus précis, les argumentaires, etc. Ça, c'est après les recherches que je fais qui donnent plus ou moins de direction, on va dire. Par exemple, sur Call of, j'étais parti plutôt sur les armes. Et en fait, en tombant sur Simondon, en fait, je suis tombé sur les objets techniques. Et en tombant sur les objets techniques, je suis plus tombé sur un sujet sur du jeu vidéo en général. Alors que ça partait pas vraiment de là. Et voilà. Je crois. Banger, en vrai. Merci. Moi, j'avais une question... c'est quelque chose qui revient régulièrement dans tes vidéos, mais ici c'était particulièrement visible. Il y a une certaine, on va dire, moquerie envers ce qui est considéré comme l'établissement culturel Augustin Trapenard. Je m'en moque pas trop de non, Augustin non, mais c'est pas tant moquer Augustin Trapenard que poser la question de la légitimité des médias culturels et de ce qu'on a appelé la culture légitime. Alors c'est vrai que le jeu vidéo, il y a ce côté sous-art qui est en recherche perpétuelle de cette reconnaissance des médias légitimes, mais de la culture légitime. Mais de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a pas un mépris, mais une certaine méfiance de ta part envers tout ce qui est reconnaissance légitime entre de grosses guillemets, quoi. C'est juste que c'est souvent, moi je trouve ça amener quand tu regardes... comment on va dire des médias ou des discours on va dire qui plus légitimes ou même des gens qui parlent d'art avec des positions un peu d'analystes ou des trucs comme ça. En fait, c'est souvent juste des discours qui me satisfont pas à fond, qui je trouve vont à fond dans des discussions qui parfois je trouve sont un peu à côté. Moi, j'aime pas par exemple le fait qu'on sursuce l'originalité, des bails comme ça. Enfin, je trouve qu'à chaque fois je dis pas qu'il y a des choses fausses ou que moi je l'ai jamais fait, tu vois, mais que il y a juste des questions parfois où je me dis c'est un peu juste concentré sur c'est un peu de la distinction un peu. Enfin, parfois j'ai l'impression à côté je vais parler de ce jeu qui dit plus ça que d'autres jeux machin etc. Plus un prétexte pour se mettre en valeur qu'une réelle réflexion sur l'œuvre. Ou alors il y a un côté j'ai vu un œuvre qui parle d'une certaine chose et en fait parce que ça a marqué un instant T, on va plus parler que de ça, etc. Et en fait on va même parler en surface de ce que je dis. Moi c'était un peu la démarche que j'avais avec Undertale, où Undertale absolument tout le monde a sursucé, mais personne n'a parlé de théorie et de philosophie de non-violence. Enfin pas personne. Je suis le seul en France. Mais c'est plus que genre souvent je suis juste légèrement, quand je fais des vidéos c'est juste que généralement je prends des sujets sur lesquels je suis légèrement insatisfait de ce que j'entends à côté, plus ou moins. J'ai peut-être le défaut de rarement faire des trucs en mode
où c'est uniquement genre en mode où personne n'a jamais parlé d'un truc. Genre si tu prends mes plus gros projets, Céleste, Undertale, c'est des jeux qui sont très 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 discutés. Donc souvent j'aime bien en fait, je prends des œuvres, il y a souvent des discours dessus. J'ai l'impression que je peux dire quelque chose que j'ai pas forcément entendu ailleurs et donc du coup je vais aller là-dedans. Et oui, ça mène à de la moquerie parfois un petit peu sur des trucs que je considère un peu plus plan-plan ou un peu élitiste quoi, mais c'est toujours dans bon enfant ou pas, mais en tout cas c'est toujours enfin, j'aime bien me moquer en fait. Oui, c'est plus une balle perdue qu'une vraie. Ouais, voilà. Et puis après, c'est pas que là-dessus que je me moque. Non, quoi, bien donc, sûr, bien sûr. Donc ça va, je crois. Est-ce qu'il y a une autre question en haut, en bas, à gauche, à droite? Oui, au fond. Ah, effectivement. Hop, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, c'était une fausse question qui mène sur une vraie question. D'accord. Tu nous perds. Oui. Est-ce que tu as créé ce décor pour faire exprès que ce soit en sorte que ce soit une petite bibliothèque, une vidéo essai de gauche bander friendly? Ouais. Et la vraie question derrière, c'est est-ce que tu as envie dans tes formats et du coup dans tes décors aussi, tu as envie de te stabiliser sur quelque chose, ou est-ce qu'on va continuer à essayer de partir sur quelque chose d'un peu différent à chaque fois? Oui, là, ce décor-là, c'était la volonté. J'ai pris une bibliothèque parce que ça faisait grande librairie, Augustin Trapenard. Enfin, il y avait Kira et des mangas dedans, mais enfin voilà, c'est l'idée de prendre. Et non, moi, j'aime pas. Je déteste l'idée d'avoir un décor, genre d'avoir un seul truc et machin. Enfin, je l'ai eu pendant très longtemps et j'en ai marre. Et du coup, non, je vais plus avoir le décor ou l'endroit qu'il faut en fonction du projet. Surtout que bon, je sors un projet tous les 6 mois, donc j'aurai un décor rentabilisé 2 fois par an. C'est super, et donc du coup, je préfère là en fonction. Alors là, le truc, c'est que là, on devait avoir un meilleur décor que ça, mais en fait, le tournage s'est fait un petit peu dans la précipitation. Mais pour des plus gros projets, là, surtout dans des trucs plus ambitieux, oui, là, on ira. Enfin, en fait, on pense le décor en fonction du sujet de la vidéo, quoi. Enfin, je dis je suis sous seul à l'écriture. Je fais beaucoup ça aussi. Je fais toutes mes vidéos tout seul et je dis toujours comme si on était 1000 derrière. Enfin, après, j'ai de l'aide pour trouver des décors, des marchés, des machins, etc. Donc en soi, il y a de la réflexion à plusieurs. On se fait tous aider à plus ou moins. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. En haut, non? Ah! Bonsoir. Bonsoir. Pardon, désolé. Du coup, moi, je voulais poser une question. C'est quand tu parles du fait... Pardon. Quand tu parles du fait de te moquer un peu genre des disques, enfin de cette manière un peu dans le jeu vidéo, de se gargariser un peu des représentations, est-ce que c'est pour ça qu'on retrouve un peu dans ton montage quelques balles un peu perdues à Spec Ops The Line? Et bon, c'est quand même un jeu que je respecte, mais c'est vrai que c'est un peu le jeu. Ça a toujours été présenté comme regardez, c'est Call of intelligent. Et bon, je suis en mode oui, soit c'est Call of intelligent, mais du coup tout le monde en parle tout le temps. Et après, moi je peux entendre l'argument, c'était ce que Oscar Lemaire. D'ailleurs, il faut que je crédite. Putain, j'ai dit que je créditais en texte et je l'ai pas fait. Oscar Lemaire, journaliste qui m'a aidé pour la conception de cette vidéo, disait ça. Il disait que en fait, Spec Ops, c'est à la fois un jeu qui est un peu sursucé. Parce que c'est un Call of qui a des messages, entre guillemets, en tout cas le message qu'on voudrait avoir dans Call of, c'est-à-dire un côté un peu antimilitariste. Et en même temps, c'est quand même genre en mode tu regardes Spec Ops et tu peux te dire pourquoi Activision a jamais fait ça, pourquoi Activision est jamais allé dans au moins une réflexion sur ce côté-là de la guerre. Donc moi je peux comprendre qu'on soit en mode il y a Spec Ops, c'est quand même dommage, on peut bien le valoriser. Maintenant c'est un peu one game et du coup c'est un peu dommage quoi. Voilà, je t'ai coupé, je sais pas si tu avais suite à la question. Voilà. Ok. Oui. Oui, c'était ça. Non, c'est bon. Ok. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais. Ah bon allez, vas-y. Je t'ai bolossé tout à l'heure, alors vas-y. En fait, moi je me demandais comment est-ce que tu trouves tes sujets. Est-ce que tu as genre une liste de sujets ou alors d'un coup tu as un sujet que tu veux traiter, tu fais ok, je fais une vidéo. Comme mon rythme de production est assez lent, parfois j'ai un sujet, je fais une vidéo. C'est un peu arrivé sur Bref, genre je l'ai fait tout de suite, ça se voit un peu. Mais sinon c'est plus oui, j'ai une idée de sujet, soit je la note, soit j'y réfléchis petit à petit, et soit elle se développe, soit elle s'éteint. Comme généralement j'ai une idée de sujet, et puis ensuite je suis encore 3 mois en train d'écrire une vidéo, un truc comme ça, j'ai le temps de l'avoir développée. Mais oui, donc du coup c'est plutôt ça. C'est plus que le côté spontané, je fais direct une vidéo, arrive pas souvent parce que je suis généralement toujours sur un projet assez long. Mais oui, ça peut m'arriver. Mais sinon, en idée de sujet, c'est plus j'en ai un, je vois s'il se développe. Et après, oui, après je me fais un plan de ça, c'est à la fois en termes de
scope, et à la fois en termes de sujet, est-ce que j'ai envie de le faire maintenant ou pas, etc. Voilà. Et est-ce que ça t'arrive souvent de te dire oh putain je vais traiter ce sujet-là et puis tu lances le sujet et puis ça traîne et puis 6 mois plus tard t'es en mode oh putain c'est vrai que je voulais traiter ce sujet-là, merde. Non, parce que généralement je j'arrive pas à faire genre parce que si ça t'arrive c'est que tu bosses aussi sur autre chose généralement. Ou alors ouais voilà. Donc comme généralement je suis un peu monoprojet. En fait, j'ai pas de moment où j'oublie le projet sur lequel je bosse parce que je suis toujours en train de bosser sur le même projet quoi. Mais non, c'est plus que parfois ça m'arrive que je lance un sujet et puis j'ai l'impression la moitié de l'écriture que je vais nulle part. Là, c'était un peu mon cas. Mais puis ensuite, plus tu pousses et puis après tu refais des recherches et machin, etc. Et puis ça va. J'ai toujours réussi à peu près retomber sur mes pattes, à peu près. Et voilà. Ce que tu disais tout à l'heure et peut-être on va terminer là-dessus, c'est quelque chose qu'on a déjà dit dans différentes soirées YouTube. Les habitués l'auront peut-être remarqué. Mais il y a ce truc quand tu disais si je choisis ce sujet, c'est parce que j'ai quelque chose que j'ai pas entendu ailleurs et que je pense c'est intéressant d'amener. Je pense que c'est quelque chose qu'on a tous en tant que créateurs, ce truc de il faut apporter quelque chose qui n'existait pas jusqu'à maintenant et dans le sens j'aimerais créer la vidéo que je voudrais voir. Oui. Est-ce que toi, tu as ce côté je crée la vidéo que moi en tant que public j'aime regarder? C'était le cas pendant longtemps. Je dirais qu'actuellement plus trop. Okay. Et c'est un peu un de mes problèmes, c'est que justement j'ai l'impression de faire des vidéos que je regarderai plus parce que des vidéos essais avec une take en titre et sur un jeu vidéo et un truc philosophe, bon, j'en ai vu un petit paquet et donc du coup maintenant je suis un peu fatigué. Mais oui, en tout cas, oui, il y a toujours l'aspect à côté. Je vais apporter un truc sur le sujet que si je le fais, c'est parce que j'ai l'impression que je ne l'ai pas entendu ailleurs, souvent. Maintenant, oui, il y a toujours... c'est plus que là, oui, il y a en réflexion. C'est-à-dire que oui, j'ai fait pendant très longtemps des vidéos que j'aurais regardées. Maintenant, c'est plus que j'ai l'impression d'être un peu rentré dans un format qui est maintenant très populaire. Et j'essaye de faire des expérimentations et des trucs comme ça. Mais c'est plus qu'en ce moment, je fais les plus petits projets, ce n'est pas forcément les trucs que je regarderais, mais je travaille à des plus gros trucs qui m'intéresseraient à titre personnel plus. Maintenant, oui, j'essaie toujours quand même de mettre un minimum de... je fais une vidéo que je trouve honnête et dans laquelle il y a un sujet, une réflexion et un truc qui moi en tout cas je suis en mode, je me suis pas foutu de la gueule de tout le monde non plus et voilà, j'ai fait un truc honnête et bien et voilà. Moi je resterai toujours client de ce genre de vidéo. C'est gentil. De toute manière, voilà, je serai toujours là. Tu auras toujours au moins un fanboy et il est très fier de t'avoir invité. Merci beaucoup. Merci Arcade. beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Je vous demande d'applaudir comme il se doit Eureka et Marino. Hop. Ouais, c'est bon. Coucou. Bonjour. Et bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Ça va très très bien. Est-ce que vous passez une bonne soirée jusqu'à maintenant? Ouais, c'est trop bien. Lieu fantastique, c'est clair. Et public fantastique. Oui, tout à fait, évidemment. Alors, est-ce que vous pourriez présenter brièvement ce concept qui est argent magique pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors, en gros, on fait un peu comme Rhinocéros, mais avec l'économie. Voilà. c'est littéralement ça. C'est genre, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, Rhinocéros, ça marche bien, qu'à faire pareil. On s'est dit, en fait, on se disait que quand même ça manquait le format un peu économie, mais réponse au discours médiatique de l'économie, qui parle d'économie mal souvent. Et ça manquait, je pense, un peu de ça, de dire un peu telle idée reçue qu'on entend partout, surtout sur les plateaux, etc., les médias traditionnels. Et du coup, comment est-ce qu'on peut former un argumentaire contre ça pour expliquer pourquoi cette idée est fausse et pourquoi en économie il y a des vérités quand même. Enfin voilà, c'est pas de l'opinion, c'est pas juste il me semble que c'est ça. Et du coup, oui, c'est une science, l'économie. Oui, quand même, oui. Oui. Ok. Et du coup, vous êtes venu avec une avant-première dont vous nous avez gardé la primeur. Merci beaucoup. J'allais dire de quoi va parler cet épisode, mais c'est écrit gros pourtant. C'est transparent. Il faut que je change de lunettes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez préciser avant qu'on lance la vidéo Non, mais on espère qu'on arrive un peu après la bataille, c'est ça qui est dommage. Mais elle va peut-être revenir, cette taxe Zuckman, donc on verra. Ouais, je pense ça vaut le coup quand même d'en parler parce que je pense que le nom il est resté et les gens ils se rappellent ce que c'est que la taxe Zuckman. En tout cas, on espère du coup expliquer pour les gens qui n'ont peut-être pas bien suivi et qui n'ont peut-être pas compris à 100%. Mais je pense que c'est important de la comprendre. Le nom il est resté et je pense qu'il va ressortir peut-être aux prochaines élections ou quoi. Enfin, ça va ressortir. Je pense qu'il y a vraiment une
les gens veulent cette taxe finalement. Les gens, mais pas les parlementaires. Et non. Mais il faut la comprendre et comme ça, on s'assure qu'elle revienne sur le débat. Et quand elle revient sur le débat, on est armé pour la défendre. Voilà. Eh ben, je vous propose qu'on s'arme tous ensemble devant cette vidéo et qu'on en parle tout de suite après. Ouais. Bon visionnage et à tout de suite. Bon, ben, merci beaucoup pour cette vidéo en avant-première. C'était comme toujours très instructif. Je vais commencer par une question que je me pose depuis un certain temps. Comment vous vous êtes retrouvés à travailler ensemble? Parce que toi, Eureka, à la base, tu as ta propre chaîne YouTube. Comment tu as été approché par le collectif Stup Média, justement, dont on parlait? Alors, en vrai, le truc, c'est que c'est pas facile d'avoir un statut quand on est youtubeur. Je veux pas mettre de l'arsène. Et moi, je galérais un peu avec mon statut d'auto-entrepreneur. Donc, j'avais déjà discuté avec Valentin, qui en gros, a fini par me proposer de rejoindre le collectif. Et à partir du moment où j'ai rejoint le collectif, c'était beaucoup plus facile de discuter. Et là, on a eu cette idée c'est Valentin qui a eu l'idée, non, de proposer ça à Stu, à Blast. Non, je crois que c'est même Blast qui cherchait un programme économique. Et du coup, qui ont pensé à nos chaînes. Et du coup, justement, vu que tu venais de rejoindre le collectif, on s'est dit une collab. Et puis voilà quoi. Voilà. C'était un bon timing. Synergie des services. Ouais. Ok, Dac. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ah, alors, ici, là. Si on peut faire passer la Suisse, elle est allumée. Hop. Merci bien. Alors, bonsoir. J'ai une question pour Eureka. Si je me trompe pas, tu as été trader dans la finance longtemps avant. Ouais, le call-out de ouf, non, attendez. C'est pas secret. Ouais, je le jette sous le bus. Non, en vrai, donc c'était quand même une mentalité plutôt de droite et tout. Qu'est-ce qui t'a fait changer de mentalité? Et qu'est-ce qui t'a fait dire juste je change pour faire quelque chose qui est à l'opposé de ce que tu faisais avant, quoi? À quel moment t'as arrêté d'être de droite? C'est ça la question. Je voulais pas le dire comme ça, mais c'était ça. Mais qui vous dit que je suis de gauche? Donc oui, alors c'est toi, Marie Saint-Filtre, en fait. En fait, il y avait donc. On va essayer de faire court. Dans le métier de la finance que je faisais, donc j'ai fait un peu de trading, mais j'ai fait aussi d'autres trucs. On peut résumer ça à trader, mais en vrai, bref. Et ce qu'on demande, c'est d'être des techniciens de produits financiers hyper pointus, etc. Donc pendant toute une période, au début de la carrière, entre guillemets, l'idée, c'est de zoomer le plus possible sur ton produit financier pour devenir un expert, etc. Tout le monde fait ça. Et moi, à un moment donné, je me suis juste dit, mais attends, en fait, je voudrais savoir ce que fait le gars à côté de moi et le gars là-bas et tous ensemble collectivement. Qu'est-ce que c'est qu'une banque d'investissement? À quoi ça sert? Moi, on n'a jamais parlé de ça dans mes études ou quoi que ce soit. À un moment donné, je voulais dézoomer pour essayer de comprendre. Et c'est en commençant, en lisant de la recherche en économie, en découvrant la sociologie. Moi, j'avais jamais fait ces trucs-là. Et c'est comme ça que je me suis politisé, que j'ai compris que j'étais pas d'accord avec l'entreprise dans laquelle j'étais en train de travailler. Et donc, notamment, je me souviens très bien d'une discussion avec un pote qui bossait aussi en finance, où je lui expliquais tout ce que j'avais trouvé. Je lui dis, tu te rends compte, ça. Et au bout d'un moment, lui, ça le saoulait. Il dit, mais attends, mais si t'es à ce point-là pas d'accord, arrête de bosser là-dedans. Va faire autre chose. Et genre, je me suis pris en pleine gueule en mode, mais oui, en fait, oui, effectivement, il faut que je fasse ça. Et bon, ça s'est traduit par une chaîne YouTube. Voilà. Et toi, Marino, quel est ton parcours qui t'a amené à Stupid Economics et à parler d'économie? Des études en économie. Et pour le coup, plutôt macroéconomie, on va dire économie réelle plutôt que finance, tout ça, parce que voilà. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et j'ai commencé, je suivais Stupid Economics de plus ou moins loin, je regardais beaucoup de YouTube et tout. Et à un moment donné, ils cherchaient des relecteurs et des relectrices. Et j'étais vers la fin de mon master et j'ai dit, bon, tu sais quoi, là j'ai eu un élan de motivation parce qu'au début j'ai dit, non, qui suis-je? Et après, je me suis dit, non, vas-y, je vais tenter. Et du coup, j'ai contacté tout ça, puis du coup, je commençais à relire de loin avec d'autres personnes les vidéos de Stupid Economics. Et voilà. Et c'est ensuite pour un concours vidéo qu'ils ont proposé de m'aider à réaliser une vidéo que j'allais incarner, etc. Et du coup, c'est là où on a vraiment beaucoup travaillé ensemble. Et voilà. Et ensuite, plus tard, je me suis... dans le tas un peu, donc après mes études de master, je savais pas ce que je voulais faire dans le monde. Là,
il y avait un peu ce truc-là de bah oui, enfin je voyais pas quel métier pouvait m'aller, voilà, dans l'économie telle quelle. Donc j'ai été formée, je me suis formée au montage grâce à Valentin aussi qui monte les vidéos de Stupid Economics. Et du coup, je suis devenue monteuse vidéo pour d'autres youtubeurs. Et voilà. Et en parallèle, du coup, un petit peu d'écriture de vidéos d'économie. Et jusqu'à voilà, ce format-là. Voilà. Donc tu n'as pas été payé en visibilité. J'ai été payée avec de l'argent. C'est fou. Comme quoi, c'est possible. Ouais. Donc bravo, Stupid Economics. Prochaine question. Il y avait des mains levées là. Eh ben, l'un puis l'autre, voilà. Ah ça y est, il commence à se disputer la politesse. Merci. Vraiment bien comme vidéo. Ça résumait bien, je trouvais, les réponses aux critiques. Et j'avais donc 2 questions. La première, c'est comment ne pas devenir un peu fou quand on voit autant de conneries dites sur un sujet. Et 2, comment, votre rapport à la science économique aussi, voilà, parce que j'ai l'impression, par exemple, Philippe Aghion, moi, il m'énerve beaucoup, parce qu'il a une vision de l'innovation et de la technique qui est complètement hors sol et faux par rapport à l'histoire. Il y a Jean-Baptiste Frézos, qui est un historien des techniques, qui a dit, mais en fait, tout ce qu'il dit, notamment après avec le concept, peut-être certains qui s'y connaissent en économie, de destruction créatrice, est complètement faux historiquement, ça n'a jamais existé, ce genre de choses. Et ce gars-là fait des études sur ça. Peut-être il répond très bien à ces questions, mais ces questions, c'est de la merde, quoi, peut-être, je sais pas. Et je me dis comment, vous, le rapport que vous avez par rapport à ce irréalisme des modèles, des fois, de plus en plus, voilà, bref, de certains en tout cas. Alors, sur Aghion, donc en fait, on ne perd pas la boule en se rappelant... Je suis désolé, j'ai un Larsen. En se rappelant de quoi il est expert. Si on va regarder vraiment de quoi il est expert à Lyon, il est expert d'un modèle mathématique bien particulier. Et donc voilà, effectivement, dans ce modèle-là, il sait le décrire, il l'a développé, etc. C'est pour ça qu'il a le prix Nobel. Après, il n'est pas forcément pertinent dès qu'il s'exprime sur autre chose que ce modèle-là spécifique. Et après, évidemment, il y a tout plein d'économistes qui critiquent le fait que de rapprocher un modèle très théorique du fonctionnement de la réalité. Donc l'innovation, ce que Philippe Aghion appelle l'innovation, c'est une espèce de concept qui se décrit mathématiquement, mais on aurait pu l'appeler autrement. Il ne parle pas de l'innovation dans la vie réelle, quoi. Il parle d'un truc dans son modèle mathématique. Voilà. Est-ce que c'est difficile de faire de l'économie sans déshumaniser un petit peu les personnes qui sont derrière ces chiffres ? Est-ce que c'est pas ce que tu faisais justement avant de faire ta chaîne YouTube ? Après, je pense que tu as des domaines de recherche... Parce que tu faisais pas vraiment de l'économie, du coup. Voilà. Mais je pense que tu as des domaines où tu peux faire de la recherche économique sans déshumaniser ni rien. Je sais pas, tu as quand même Esther Duflo, par exemple, je sais pas, qui... Enfin... En fait, tu peux avoir un truc de vouloir quantifier quelque chose, mesurer, évaluer, etc., sans déshumaniser, parce que derrière, tu as une question assez claire, et du coup, tu veux vraiment quantifier, non pas pour rendre les gens, juste les transformer en chiffres, mais savoir comment, avec des ressources limitées, tu vas pouvoir mieux aider le plus de personnes possible, avec une question précise et tout. Ça, je pense que c'est vraiment possible. Mais après, oui, je pense qu'il y a des fois soit des domaines qui ne sont pas de l'économie, qui sont perçus comme de l'économie, donc en plus ça brouille les pistes, on pense trader et tout, alors que c'est pas du tout pareil. Soit des domaines très techniques, économiques. La macroéconomie, donc typiquement du Philippe Aghion, c'est quand même une science qui est très hors sol, dans le sens où ils font pas de, par exemple en sociologie, ils vont jamais faire d'entretien qualitatif, ils sont jamais vraiment confrontés aux gens dans le monde réel, ils sont juste en face de statistiques. Et ils essayent de faire sens de ces statistiques avec un modèle mathématique. Et en plus de ça, si on fait un peu d'histoire de la pensée en économie, avec un modèle qui... Comment le dire ? Mais en vrai, il y a un modèle qui est de droite de base, on va dire. Enfin, c'est vraiment... Le modèle mainstream en économie, c'est dur de lui faire dire des trucs de gauche parce qu'il est de droite par hypothèse, tu vois, il est de droite par hypothèse. Les humains sont des individus, ils discutent pas entre eux, ils font pas société, ils cherchent à maximiser leur bien-être, ils font des calculs rationnels, en plus de ça, ils sont pas supposés gagner de l'argent pour vivre, ils sont libres d'entrer dans le marché, ils le choisissent volontairement. Tout ça, c'est des hypothèses
pas du tout démontré. C'est par hypothèse, on dit que c'est vrai alors que c'est faux. Et ensuite, on essaye de faire de l'économie, de construire sur ces bases-là. Donc ça, c'est un modèle fondamentalement de droite. À Lyon, il est spécialiste de ces trucs-là. Bon. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de politiser l'économie, là, avec votre histoire? On n'espère pas, on n'espère pas. Aïe, aïe, aïe. Il y avait une question là-bas? Oui. Merci. Bonsoir. Merci pour votre travail. Je trouve qu'il est nécessaire. Première question qui est peut-être une suggestion, je ne sais pas. Pourquoi ne pas avoir parlé, par exemple, du Crédit Lombard pendant ce reportage? Alors, certes, il y a beaucoup de données, ça peut être déjà très lourd à digérer, mais je pense que ça pourrait peut-être appuyer le propos. Eh ben, je connais pas. Crédit Lombard. Non plus. En très simple. Arnaud. C'est pas toi qui réponds aux questions. Hein. Si, non, mais... non, mais vas-y, prends une minute. Il faut rappeler qu'on est, on est 3 normalement. Hein. On est 3 à écrire. Il y a un cerveau en moins là. Ouais, mais qui est derrière. Mais il y a Arnaud qui participe aussi. Arnaud, si tu veux répondre à des questions, n'hésite pas. C'est vrai qu'on est... Non, en très simple, le Crédit Lombard, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des ultra-riches, voire des personnes qui ont un beau patrimoine, prennent des crédits et en fait ne se versent même plus de salaire, ou de dividendes, ou quoi que ce soit. C'est plus aux États-Unis parce qu'en France, on a des holdings. Je me permets de répéter. C'est pour ça qu'ils se sont concentrés sur les holdings, parce que c'est l'outil principal en France. En fait, il y a un truc qui, aux États-Unis, tu n'as pas le droit, si tu as une holding et que tu fais remonter tous tes revenus là-dedans, eh ben, c'est taxé. Donc du coup, ils ne peuvent pas utiliser cette méthode-là. Donc effectivement, ils utilisent la méthode de... ils utilisent leurs actions, ils les mettent en garantie auprès d'une banque et ils se font prêter l'argent dont ils ont besoin pour vivre par la banque. Après, comme leur patrimoine rapporte bien plus que les intérêts qu'ils ont besoin de payer, c'est payé comme ça, et puis ça leur fait free money, c'est absolument pas taxé, ce genre de choses. Ce soir, on est entre nous, ça sortira pas d'ici. Est-ce que c'est sans rancune pour Blast? Alors, il y a une captation de cette soirée, donc... J'enlève cette question. Je la remplace par la question subsidiaire qui vous est adressée à vous, mais aussi aux autres youtubeurs précédents. Question visibilité, est-ce que cette fameuse histoire du changement d'algorithme durant cet été vous touche et touche aussi les autres youtubeurs s'ils sont encore là? Si les autres youtubeurs veulent revenir pour répondre à la question. Nous, je pense... Je sais pas, mais je pense qu'on publie pas assez pour s'en rendre bien compte, non? Je sais pas. Moi, je sais pas. Tu connais mieux les... Nous, je pense que c'est ce que il me semble, le côté stupide économique, ça avait un peu le côté... je crois que c'est le côté vu qu'on publie pas assez fréquemment. On n'a pas vu un truc vraiment, vraiment avant, après ce changement d'algorithme. Du coup, je saurais pas trop dire, sauf si je dis de la merde peut-être après. Moi, en tant que vidéaste, je vais me permettre de dire que... Effectivement, il y a eu une annonce de changement d'algorithme et tout le monde était en mode « Oh mon Dieu, les chaînes les plus vieilles vont perdre en visibilité, etc. » Ma chaîne a 15 ans et c'est pendant ce changement d'algorithme que j'ai passé les 100 000 abonnés. Donc, au bout de 15 ans. Donc, on a tendance à vouloir faire dire un peu tout et n'importe quoi à l'algorithme. C'est vrai que l'algorithme est imprévisible. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que sinon tout le monde ferait précisément ce que demande l'algorithme. Donc cette part de, on sait pas trop comment ça marche, c'est parfois un peu déprimant parce qu'on aimerait savoir pourquoi on se retrouve dans cette situation. Mais parfois on se dit soit très bien. Enfin moi c'est ma vision du truc. Je sais pas vous qu'est-ce que vous en pensez? Clairement moi je déteste l'idée de à un moment donné, il y avait des vidéos comme ça, d'essayer de comprendre l'algorithme et du coup de faire ce que veut l'algorithme pour gagner des vues, etc. Il y a des créateurs qui gèrent leur chaîne un peu comme comme un business, pour faire de la croissance, pour machin. Et du coup, j'ai déjà discuté avec des youtubeurs qui étaient un peu comme ça. Moi, je sais pas, j'ai jamais vu la création sur Internet de cette manière-là. Mais en même temps, c'est sûr que quand on galère et qu'il n'y a pas de sous, machin... Bon.
Mais c'est vrai que globalement, je sais pas si c'est ta première soirée YouTube, mais les créateurs que j'essaye en tout cas d'inviter ont toujours cette impulsion créatrice initiale. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'inviter des YouTubeurs entrepreneurs. Je sais que ça existe, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je fais venir des gens qui, je pense, ont des choses intéressantes à dire et prennent leur travail d'écriture et de montage, etc. à cœur. Et c'est pour ça que je suis vraiment très content de vous accueillir comme Sushi et comme Arcade ce soir. Je vais en profiter pour enchaîner moi sur une de mes questions. Moi, je vous ai découvert avec une vidéo que j'essaye de partager le plus possible autour de moi, qui est on n'a pas besoin de rembourser la dette, qui est vraiment un truc qui m'a retourné le cerveau. Ce truc de ah oui, non, mais en fait, on nous carotte depuis des années. Et la question que je me pose, c'est est-ce que l'économie a besoin d'être aussi opaque et de se reposer à ce point sur des analogies faciles et inappropriées pour que le public échappe à sa compréhension du truc, quoi. Parce que quand je regarde vos vidéos, je me dis c'est ça la clé du truc, c'est que personne n'y comprend rien et j'ai l'impression que tout est fait de la part des médias pour qu'on continue de ne rien y comprendre, quoi. Bah, c'est là où c'est forcément le message est politisé, quoi. T'as les défenseurs d'un genre de statu quo qui vont utiliser toutes les méthodes pour propager leur message, et peu importe que ce soit de mauvaise foi ou pas, quoi. Donc pour la dette, c'est clairement ça. Et d'ailleurs, là, on était aux journées de l'économie. On dit aux journées de l'économie vendredi, là, il y avait une conférence sur la dette. J'ai failli me buter, quoi. C'était vraiment n'importe quoi, mais c'est pénible, c'est vraiment pénible. Et je pense qu'ils font venir des experts sur plein de sujets. Dès que ça touche à un domaine un petit peu fortement politisé comme la dette, d'un coup, c'est pas des experts qui viennent, c'est des espèces de communicants. Un communicant de la Banque de France, pseudo-truc, il a dit n'importe quoi sur le sujet. Les gourous du loup de Wall Street. C'est hyper pénible, quoi. Et donc, ça sert clairement à un agenda politique. Et après, peu importe qu'on raconte, on raconte mais de toute façon, le budget de l'État, c'est un ménage. Voilà, il y a ce qui rentre, il y a ce qui sort, il faut que ça s'équilibre, il n'y a pas le choix. Voilà. Est-ce que dans les hauts revenus, tout le monde est conscient de ce jeu de langage, ou est-ce qu'il y en a qui croient vraiment à ce truc de faut rembourser la dette, etc. Ah, je pense qu'il y en a qui croient vraiment, ouais. Ouais, je dirais pareil aussi. Je pense que après, c'est un peu comme la vidéo où on parlait de les économistes de plateau et tout. Il y a un peu ce truc-là, je pense que ensuite tu fréquentes les mêmes milieux avec les mêmes phrases qui sont répétées tout le temps, donc tu le crois. Effectivement, c'est de bon sens que de dire que on peut pas vivre éternellement endetté. Ils en savent rien. Ils comprennent pas. Non, mais sans déconner, ils comprennent pas. Moi, quand je bossais donc avec les financiers, il y a des tas de marottes qui se répétaient comme ça, où ils étaient tous persuadés, avec leur grosse tête, gros cerveau, capable de comprendre des équations complexes de maths et tout, et ils répétaient vraiment des conneries. Mais ils vivent là-dedans, tout le monde le répète. C'est difficile de mettre en porte-à-faux ses croyances, et donc ils restent là-dedans. Et si jamais ils tombent sur quelqu'un qui leur raconte de manière un petit peu trop précise que c'est faux, eh ben, il y a plusieurs possibilités, mais l'une des possibilités, c'est de dire lui, de toute façon, il est de gauche, il a dû m'embrouiller à un moment donné, j'ai pas compris. Ça doit être un mensonge, et hop, voilà. On a le temps, je pense, pour une dernière question. Ici, allez. Alors, j'aurais une question qui a plus à voir avec l'éducation populaire. Je suis enseignant et j'ai l'habitude de voir les bacs de ES qui sont des sujets, on va dire, pas du tout connotés. Et les deux chaînes que je suis, Stupid Economics et Eureka, sont des chaînes que moi je place plutôt du côté de l'éducation populaire. Et je me demande si, dans votre perception, il y a vraiment une chance pour l'économie, en tout cas pour une économie aussi technique que celle qu'on peut voir parfois dans vos chaînes avec des vidéos qui dépassent l'heure. On peut arriver à cette démarche d'éducation populaire pour des jeunes, pour les élèves de seconde, première, où on est condamné à leur apprendre quelque chose d'aussi formaté. Donc en gros, si
même les vidéos, nos vidéos sont accessible à un public. Bah, je saurais pas dire en vrai. Je pense que la longueur, ça joue pour beaucoup. Et je me dis que Argent Magique, on essaie en tout cas d'être le plus accessible possible. Le moins, moins technique. Après, des fois, je pense que il y a des sujets de stupid economics même. Enfin voilà, en gros, des fois, quand il y a un sujet très précis et qu'effectivement ça dépasse l'heure et que je pense que tu sais que tu vas parler à des gens qui sont déjà un peu nerds du sujet ou qui ont en tout cas le truc pour s'accrocher 1 heure de vidéo sur un sujet méga technique et tout. Ce qui est utile aussi, enfin ce qui est voilà. Mais du coup, je sais pas, ouais. Bah, c'est vrai qu'en fait, il y a une démarche. Alors moi, en plus, j'ai fait une école de commerce. Et donc, j'ai fait des cours de marketing, ça, machin. Et alors, un des trucs que j'ai jamais fait, que j'ai jamais eu envie de faire, enfin, mais qu'il faudrait faire, en fait, c'est d'essayer de comprendre. Enfin, voilà, si on veut adresser des vidéos à un public plus jeune, type collège-lycée, c'est vraiment de comprendre comment ils consomment des vidéos et ensuite d'essayer de fabriquer. Et ensuite d'essayer de fabriquer un contenu qui correspond à ce qu'ils apprécient, etc. Ce qui est une démarche que nous, clairement, on n'a pas fait, mais qui pourrait effectivement être super intéressante. Moi, je fais des vidéos que j'aimerais voir, en fait, et je ne vais pas beaucoup plus loin que ça. Il y a toujours cette difficulté de... Est-ce qu'il ne faut pas que ce soit un public... comment dire ? On a tendance à regarder naturellement des gens qui ont à peu près nos âges. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour un public jeune, que ce soit également un créateur jeune qui explique, quoi. Allez, on a le temps pour une dernière question. Allez, ça levait la main avec vigueur de ce côté-là. Bonsoir. Alors, c'est une question d'ordre costume pour Marino. Où est-ce que tu as trouvé le vernis bleu que tu as dans la vidéo? Parce qu'il est magnifique et je veux le même. Ah ouais, je sais. C'est un Miss Den. Je sais plus, mais je l'ai acheté en grande surface. Et c'est un des rares vernis que j'ai acheté 2 fois parce qu'il est trop beau. Bah ouais. Merci d'avoir remarqué. Bon, alors du coup, on a encore le temps pour une question. Allez. Allez, ici. Hop. Ouais, alors, c'est une question que vous avez un peu déjà répondu dans l'épisode sur pourquoi il n'y a pas de vrais économistes à la télé. Mais en gros, c'était juste pour savoir si vous avez d'autres techniques sur comment on reconnaît un scam, en gros. Genre, à la télé, c'est-à-dire comment on fait pour... C'est quoi les indices pour se dire « Ouais, lui, il est en train de se foutre de ma gueule ». Genre, maintenant, les gars comme François Langlais, etc., c'est bon. Bah, c'est juste, c'est pas des économistes, donc c'est réglé. Et en général, un tour sur Wikipédia, ça suffit pour voir à quel point ils disent de la merde. Mais par contre, un gars comme Aguillon, moi, j'avoue, il est sorti de nulle part. On me dit prix Nobel d'économie, le gars, c'est un économiste expert de macro, mes couilles. Je suis là, bon, ok, là, je vais avoir du mal à lui dire qu'il dit de la merde, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des comment techniques déceler à les voir escrocs? Si c'est possible. Moi, je redirais qu'il faut comprendre que les économistes académiques ont des spécialités, quoi. Et donc, ils ont leur sujet où ils sont experts et ils ont tout le reste où ils ne sont pas forcément experts. Quelque part, ils ont des facilités à comprendre les autres sujets parce que forcément, ils baignent dans le bain économique, mais s'ils n'ont pas fait la démarche de s'intéresser sérieusement et de bonne foi au domaine, ils peuvent raconter vraiment des bêtises. Donc la meilleure démarche, ce serait d'essayer de regarder s'il y a un match entre le sujet sur lequel s'exprime la personne et son domaine de compétence. Voilà. Et après, d'aller vérifier avec quelqu'un qui est vraiment expert de ce sujet-là. Oui, face à Zuckman, ça rend un moment assez facile parce que tu te dis, bah oui, attends, mais effectivement, le mec, il a bossé 10 ans sur son sujet de l'attaque Zuckman, fin des inégalités, etc. Philippe Aguillon qui dit, bah non, mais les riches vont partir et tu vas tuer l'innovation. Tu te dis, c'est un argument un peu gros quand même et c'est pas son domaine et tout et tout. Mais des fois, quand t'as pas d'indice, c'est pas facile. Ouais. En plus, là, pour le coup de Zuckman, c'est compliqué parce qu'il se trouve que Aguillon, l'argument qu'il a, c'est un argument qui le fait revenir sur son champ, c'est-à-dire il dit tu vas tuer l'innovation. Alors lui, il est spécialiste de l'innovation. Du coup, tu dis ah, il sait de quoi il parle. Mais en fait, non, parce que voilà, faut le savoir. Non, lui, c'est l'innovation macro, mathématiques, machin, et on n'a pas d'études vraiment qui relient la taxation sur le patrimoine et comment il mesure l'innovation, c'est avec les brevets. Alors c'est déjà un peu, voilà, on pourrait déjà... Mais la quantité de brevets versus l'impôt sur un patrimoine, il n'y a absolument aucune étude là-dessus. Bon, c'est compliqué d'aller vérifier ça, c'est sûr. Et c'est pour ça que votre travail, je le redis, est salutaire.
Donc merci beaucoup à vous deux d'être venus présenter en à toi. avant-première. Merci à l'équipe de Stupid Economics qui est parmi nous ce soir. Et puis vous revenez quand vous voulez, vous aussi, pour Argent Magique ou pour autre chose, vous serez toujours les bienvenus. Et là-dessus, nous allons terminer la soirée YouTube. Merci à tous d'être venus. Vous pressez pas, il pleut dehors. Hein. Non, merci beaucoup à tous d'être venus. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui ont aimé ce concept et qui veulent revenir le 2 janvier. Je sais, c'est lendemain de Gueule de Bois, mais on vous prépare une soirée aux petits oignons avec notamment 2 invités qui étaient déjà venus et qui eux aussi sont très contents de revenir, Werner MP3 et Nicolas Delage. Donc voilà, si vous avez envie de les voir, ils seront là en janvier. Bonne soirée à tous et à bientôt, j'espère.